En tous les cas, tous les mois, j'ai rassemblé tout le monde. On a signé une charte de confidentialité où j'ai expliqué que la République, eh ben, c'est nous tous. La paix sociale, nous y sommes tous les garants. C'est quelque chose d'important. Et la parole circule. On a signé une charte de confidentialité, c'est-à-dire les sujets qui sont exprimés à cette assemblée ben, restent là. Rien ne sort. Il va y avoir 2 secrétaires de séance. Une, c'est la secrétaire du Centre communal d'action sociale. Quand on évoquera l'une ou l'autre famille, eh ben, elle va diligenter systématiquement une enquête sociale sur la famille. La déscolarisation, comme beaucoup d'élus, hein, je veux dire, je n'ai pas le monopole. Quand vous avez bien vu que quand on voit des mineurs errer dans les rues et tout ce qui en suit, ce n'est pas spécialement normal. Le principe de la déscolarisation, le principe classique en France, quand un enfant ne va pas à l'école, l'établissement prévient les parents, ensuite c'est l'inspection qui saisit le parquet diligente une enquête. L'enquête dure en général 8 mois, voire 1 an, l'année elle est passée. En 15 jours, on remet un enfant à l'école. En 15 jours, dès le départ où l'établissement nous signale une déscolarisation, dans la foulée, la police municipale se rend chez la famille, on convoque les parents, mais de manière, bien sûr, ce n'est pas un tribunal, on les convoque à la mairie. La mairie, c'est la maison du peuple, c'est la maison de tous. Donc, avec la responsable du centre communal d'action sociale, la responsable de l'établissement scolaire où est scolarisé l'enfant, on demande à la famille qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, dans la foulée, on va accompagner les parents. On leur fait signer aussi aux parents la fameuse charte avec les obligations et les devoirs, mais de manière solennelle à la salle du conseil municipal. Et je vous assure que ça fonctionne, avec un suivi. Mais en tous les cas, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'élu de terrain, honnêtement, les problèmes sécuritaires, les problèmes avec la délinquance des mineurs, et je peux vous dire, je n'ai pas envie d'être le pessimiste de la journée, mais je pense qu'un des grands tsunamis que va vivre la France, ça va être la flambée des cités. Et je peux vous assurer que l'échantillon qu'on a eu au Stade de France, l'échantillon qu'il y a eu au Stade de France, 70% des interpellations sont des migrants. Et je peux vous assurer qu'actuellement, dans les cités, c'est particulièrement chaud. Actuellement, vous avez 700 000 sans titre sur le plan national. Vous avez 40 000 mineurs qui sont voués à eux-mêmes. Et je vous assure que c'est une réalité. De toute façon, on le voit. Et c'est pas quand il y a, je veux dire, quand le ministre de l'Intérieur se déplace quelque part et qui décide d'envoyer 3 quarts de CRS, 3 escadrons, qu'on a réglé le problème. Hein. C'est un petit pansement. Mais en tout cas, le problème de base, ne pensez pas que l'insécurité, à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il y a un sentiment d'insécurité quand vous avez plus pratiquement 100 circonscriptions qui sont élues RN. Je ne sais pas si là on n'a pas compris qu'il y a un malaise, mais l'insécurité, franchement, elle est présente. Et je ne parlerai pas de la menace terroriste, etc. Mais en tout cas, elle est vraiment présente. Mais une fois de plus, c'est la base qui réglera les problèmes. C'est pas Paris. Et je vous assure que le travail des élus de terrain, et monsieur l'a très bien rappelé, un conseiller départemental, il est sur le terrain et le département gère la petite enfance. Et je ne vous parle pas non plus des femmes isolées qui sont de plus en plus... C'est un phénomène qui est ultra montant, des femmes isolées qui ont 2 enfants, 3 enfants, et je peux vous dire, et des mineurs qui sont ingérables, parce que quand certains politiques estiment que la responsabilité pénale pour les parents, ça serait bien, j'ai envie de lui dire, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui se passe. Une maman qui a déjà 2 enfants, 3 enfants mineurs, qui n'arrive franchement pas à suivre, et quand elle a un gamin de 16 ans, elle ne peut rien lui dire. En plus de ça, je veux dire, il faut peut-être mieux l'accompagner que de lui imposer la double peine. Mais bon, c'est un sujet qui est très vaste. Voilà. Merci, Émile Mouem, de nous avoir rappelé que le problème de l'insécurité concerne tout le monde et les villes de talent aussi. Antoine Schwerer, s'il vous plaît, parce qu'on m'a demandé de finir dans 20 minutes et il y a encore 3 intervenants. Et c'était il y a un quart d'heure qu'on m'a demandé ça. Donc en 5 minutes, ça va être un peu compliqué. Mais on va y arriver. On débordera un peu, Fabien, parce que personne n'a de TGV pour rentrer à Paris. On reste tous d'ici demain ici. Donc tout va bien. Non, je vais être très très rapide.
sur les différents points, enfin sur deux points qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc moi, contrairement à pas mal de personnes ici, j'ai fait toute ma carrière dans le ministère, donc je suis plus un échelon central. Maintenant, je travaille à la Commission européenne, donc j'ai pas cette vision locale. Mais on a bien vu, notamment avec la crise Covid, qu'il y a des soucis et les villes moyennes sont, au-delà d'un atout pour la France, c'est aussi un enjeu au niveau européen en termes de souveraineté, européenne. Rien que pour la manufacture de médicaments, de biens qui nous ont manqué pendant la crise. Il y a beaucoup de pays européens qui avaient basé tout leur approvisionnement en masques sur la Chine. La première région qui produit des masques en Chine, c'est Yuan. Manque de peau, l'épidémie a commencé à Yuan. Donc tout l'approvisionnement des masques a été perturbé par cette connaissance-là. Et depuis, il y a ce qu'on appelle les leçons apprises de la crise, il y a cette question de souveraineté. Souveraineté nationale, aussi souveraineté européenne. Donc ça veut dire réindustrialiser sur des produits bien identifiés. Et ça ne peut pas être fait à Paris, ça peut être fait à Lyon, ça va être fait dans des villes moyennes. Parce qu'il y a un tissu industriel, il y a potentiellement des outils de fabrication, il y a aussi des bassins d'emploi, des bassins de vie qui sont déjà en place. Donc ça va être un des gros enjeux. On voit aussi que les tensions géopolitiques ne sont pas forcément dans un sens de l'apaisement et que ça va sans doute durer plusieurs années. Et on a aussi bien vu qu'en temps de crise majeure, tous les États se referment au niveau national et donc gardent leur stock et ne jouent pas forcément la solidarité. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que je pense que les villes moyennes sont aussi un vrai atout au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on préserve et qu'on renforce, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a fait défaut lors de la dernière crise, c'est cette désindustrialisation, et c'est vraiment un point important. Après, sur l'autre point, peut-être un petit peu plus politique, sur le fait qu'on parle beaucoup en ce moment des villes moyennes, il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Avec Fabien, ça fait quelques temps qu'on va voir quelques personnalités politiques, qu'on discute un peu de ces problématiques-là. On est toujours très bien reçus. Alors, ce qu'on a quand même l'impression, c'est que, à tort ou à raison, il y a quand même un manque de considération, ou alors un sentiment de déconsidération de ces villes-là, qui n'ont pas forcément accès aux médias, qui n'ont pas forcément accès aux décideurs publics, qui, comme vous le disiez, des fois sont un peu loin de leurs sénateurs, de leurs députés, ou qui n'ont pas de relais au niveau national. Alors, c'est une réalité ou c'est un sentiment, moi je ne suis pas capable de vous le dire, mais c'est le sentiment d'insécurité qui a tué Jospin aux élections présidentielles. Donc, que ce soit un sentiment ou une réalité, il faut quand même se combattre ça, le prendre en compte. Et je vous dis, c'est vraiment aussi des enjeux majeurs pour la suite. On a bien vu aux US ou en Grande-Bretagne, hein, c'est les villes moyennes, c'est les villes pauvres qui ont voté Trump ou qui ont voté pour le Brexit. Donc c'est aussi un vrai enjeu, on va dire, en termes de politique nationale à 2-3 ans. Et je pense qu'on est un peu comme on dit, dans le money time. Il ne reste pas non plus 10 ans devant nous pour faire changer les choses, sinon on sera dans des situations très compliquées. En tout cas, vous relevez une opportunité tant en termes de dimension européenne de cette industrialisation locale et ce problème d'impression, ce sentiment de déconsidération. Monsieur Béra, vous souhaitez intervenir aussi, madame ?